Donc, on commence de la partie dimensionnement. Donc, on a déjà réglé les informations. On a oublié une chose, c'est de régler la répartition des charges. Comme je vous ai dit la dernière fois, il faut faire attention à la répartition des charges. On va l'afficher maintenant pour la... Donc, je vais venir ici. Les repères locaux, je vais afficher le repère local lié au bardage. Maintenant, je ne veux pas afficher tous les repères locaux. La chose que je peux faire d'ici, par exemple, si elle va me donner tous les repères locaux. Alors, je veux afficher seulement le repère local lié au bardage. Ok? Donc, j'ouvre le repère local et j'affiche seulement le repère local du bardage. Appliquer. Ok. Il y a même une option ici d'affichage que tu peux utiliser. Il s'agit de celle-là. Voilà. Tiens, tu vois la répartition de charge, elle est faite comment? Elle est faite suivant les deux directions. C'est-à-dire qu'il va répartir la charge de la dalle suivant les deux directions. Suivant la direction de l'axe bleu, qui est X, et la direction de l'axe Y, qui est de l'axe vert, qui est Y. OK? Donc, je vais venir ici, affichage, afficher les charges. Je vais afficher les charges et je vais chercher les charges. Donne-moi les symboles. Presque les symboles. Allez, zone de répartition des charges. Zone, je vais cocher ici la zone de répartition de la charge. Appliquer. Ok. Voilà, avec le code couleur, il va me confirmer que la répartition des charges elle est faite suivant les deux directions. Comme vous voyez ici, la charge il va être supportée par les solides, mais aussi les triangles, ils représentent quoi? La charge qui est repris par les poutres. C'est bon? Alors, la conception, dans la conception, j'ai une petite hypothèse que la charge elle va être prise en totalité par les solides. Et les solides vont transmettre la charge aux poutres. Donc là, je veux éliminer les triangles qui se trouvent ici. C'est-à-dire que je veux faire une répartition seulement suivant l'axe bleu. Les hauts à l'axe X. C'est bon? Donc, je vais venir ici, structure, caractéristiques additionnelles, répartition des charges. OK? Et je vais choisir l'option direction des charges suivant l'axe X. Cocher ici. Fermer. Refaire le calcul. Et voilà, j'ai éliminé donc les triangles, c'est-à-dire que les charges ils vont être supportées entièrement par les solides. C'est bon? C'est la direction suivant l'axe X. C'est bon, maintenant on passe à la phase dimensionnement, donc je vais passer ici. Et là bien sûr on va faire une comparaison entre l'Eurocode et le CM66. Donc on a déjà réglé ici la norme de conception sur le CM66. Je vais faire le calcul au CM66, après je vais le refaire en Eurocode. Donc je passe le dimensionnement d'acier. Dimensionnement d'acier. Donc la première des choses à faire, c'est de créer les familles. Voilà, je le redis, n'essayez pas de changer la position des fenêtres. La première fenêtre, vous la laissez ici, c'est pour la création des familles. Parce que le robot, il procède la vérification par famille. Je ne peux pas par exemple vérifier la famille de 100 pannes, panne par panne. Je dois créer une famille des pannes et les dimensionner d'un seul coup.
Ça va? Et à la limite, comme vous le voyez dans le deuxième tableau, là, je vais zoomer. Contrôle. Comme vous voyez, à la limite, je peux vérifier pièce par pièce. C'est faisable sur robot, comme vous le voyez ici. Mais pour dimensionner la pièce, pour dimensionner les poutres, les, pièce par pièce, vérification des pièces ou bien vérification des familles. Il me donne deux possibilités. Mais pour le dimensionnement, il me donne seulement une seule possibilité, c'est dimensionner. Ah, bien sûr, il y a une astuce pour dimensionner une pièce. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc, on commence, on va créer les familles. Là, on va se concentrer. Là, je vais faire la totalité de la poudre. Donc, je vais créer la première famille et je vais respecter la descente de charge. La première famille, c'est, il est constitué par contrôle. Je peux même afficher les numéros des barres, comme ça je me perds pas. Et les 8 et 9, c'est-à-dire les solives ce sont les solives séparateurs, vous savez? Séparateurs, c'est-à-dire que c'est eux qui vont supporter le séparateur. 8 et 9. De quelle section il s'agit? Je vais cocher les IPE. Mais si tu veux vérifier ou bien comparer avec d'autres profils, c'est faisable. Par exemple, je vais choisir le HEA. Ou bien pour changer, je vais choisir le IPM. Parce que le IPM, c'est un peu proche de l'IPE. Peut-être que j'ai les deux profilés en stock, donc je veux faire une petite comparaison entre les deux. C'est bon? Donc France, ok. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une famille, des solives de séparateurs avec une section, je ne veux pas sortir des sections IPE ou bien IPN, comme ça le RoboBat ne va pas me proposer des solutions en HEA ou bien en cornière ou bien avec d'autres profils. Alors, je veux seulement des propositions dans le cadre d'un IPE ou bien un IPN. Vous savez? Alors, par exemple, je me suis mis dans une situation où dans le stock, j'ai par exemple le IPE ou bien l'IPN. Les aciers, le matériau, c'est un acier courant, c'est-à-dire le E24. Enregistré. La famille numéro 1. Nouvelle famille. Dans la famille numéro 2, il est constitué de quoi? Il est constitué par un D, contrôle, celle-là. Ok? Solive de rive, par exemple. C'est les mêmes sections, IPE ou bien IPN, donc je ne vais pas changer. Allez, la famille, enregistre. Enregistre. Ok? La nouvelle famille, 3, elle est constituée par les poutres. Ok? Même section, enregistre. Les poutres. La quatrième famille, et la dernière, c'est la famille des poutres. Ok. Cette fois, je vais cocher aussi les HEA, parce que, comme vous le savez, le HEA a une meilleure résistance en flambant. Je vais cocher par exemple le HEA et le IPE. Ok? Ok. Enregistré. Donc j'ai 4 familles. Les contre-vendements, je vais les laisser. Parce que les contre-vendements, généralement, il faut surveiller seulement les lanceurs. Les lanceurs. L sur le rayon de giration. Les contre-vendements, ils vont travailler seulement en traction. Okay? Donc en traction, est-ce que j'ai un problème de résistance en termes d'acier?
Généralement, l'acier a une très bonne résistance en traction. Mais n'empêche, les contreventements, comme vous le voyez ici, ont une grande longueur. Une grande longueur. Et ils sont de faibles sections. Donc, une petite compression, par accident, peut provoquer leur flambe. C'est bon. C'est pourquoi il faut surveiller leur élancement. L'élancement des contreventements, généralement, il est très, très grand. La longueur, c'est une diagonale. Hein? La longueur divisée par, entre guillemets, l'épaisseur, le rayon de gyration. Yeah. Donc c'est très grand. C'est de l'ordre de peut-être de 300, 350. Ici, là, on vous dit, pour être en sécurité, il ne faut pas dépasser 250 en élanceur. C'est bon. Donc là, c'est pas la peine de faire le calcul pour moi. Donc, il faut surveiller seulement l'élancement le contre-ventre. N'empêche qu'on va faire ça. On va faire le calcul. C'est pas grave. C'est bon. Donc, vérification des familles. Maintenant, pour vérifier les familles, je vais tout d'abord préciser à Robobat la manière dont il va vérifier les poutres. C'est bon? Parce qu'il y a plusieurs procédés de dimensionner une poutre. Est-ce qu'il va la dimensionner en flambant, au diversement, ou bien il ne va pas prendre en considération ni flambant ni diversement? C'est quoi le cas exactement? C'est bon? Donc, alors je vais ouvrir désignation par couleur, et pour savoir les types de dimensionnement qui existent jusqu'à maintenant, ou bien les affectations que j'ai effectuées, c'est type de barre, légende par couleur. Type de barre, légende par couleur. Comme vous le voyez ici, il a utilisé deux couleurs. Une couleur verte foncée un petit peu, poutre, et couleur verte claire pour les barres. Ça veut dire quoi barre? Ça veut dire quoi poutre en termes de dimensionnement? Donc si je veux vérifier comment il va dimensionner cette poutre, cette famille poutre ou bien barre, je vais trouver toutes les façons ou les manières dont Robobat va dimensionner à ce niveau-là. Ça fait? Donc je clique ici, je vais trouver les types de barres qui existent. Entre autres, vous allez trouver les barres, les poteaux, les poutres, les diagonales, c'est M66, les membrures inférieures. Ça, c'est pour les structures en trier. On va les voir. C'est bon? Donc, si je vérifie barres, parce que j'ai ici des barres, ou bien les poutres qui sont en vert ici, je vais les vérifier. Comme vous le voyez ici, de poteaux, j'ai ouvert la mauvaise fenêtre. Donc ça, c'est poutre. Comme vous le voyez, poutre. Il va prendre en considération quel phénomène pour les poutres? Parce que les poutres, ils sont censés de travailler en flexion. C'est-à-dire, il n'y a pas de risque de flambement. Il y a un risque de diversement. Donc, il a mis ici des croix. C'est-à-dire qu'il ne va pas considérer le flambement en considération. Mais il va prendre en considération le diversement. Le diversement, on va le voir plus en détail la séance prochaine. Le diversement, il existe trois types de diversement. De dimensionnement au diversement, ou bien de vérification au diversement au CF66. Il existe trois types. Le premier type, c'est pour les poutres symétriquement chargées et symétriquement appuyées. Je pense que c'est le cas de l'Ahled. Ce sont des poutres qui sont symétriquement chargées et symétriquement appuyées, articulées, et ils ont une charge répartie tout au long de la poutre. Donc ce sont des charges articulées, symétriquement chargées et symétriquement appuyées. C'est bon? L'autre cas, c'est lorsqu'on a une poutre avec deux moments différents, c'est-à-dire encastré à gauche et encastré à droite. C'est bon? Il a un moment d'encastrement à gauche et un moment d'encastrement à droite. C'est bon?
Le troisième cas de dimensionnement, c'est le cas où j'ai une consonne, c'est-à-dire encastré d'une extrémité et libre de l'autre. Donc si j'ouvre les types de diversement, je vais retrouver les trois cas dont je viens de parler. Symétriquement chargé, ou bien deux moments différents, c'est-à-dire encastré, ou bien une consonne. Le cas le plus proche de mon cas, de la solive, le cas le plus proche de la solive, c'est, ou bien, on ne va pas dire le cas le plus proche de la solive. Le cas de la solive, exactement le cas de la solive, c'est le cas d'éléments chargés symétriquement et appuyés symétriquement. Donc je vais faire OK. OK. Maintenant, à quel niveau j'ai le risque de diverseur? À quel niveau j'ai le diverseur? J'ai le risque de diverseur. Là, d'abord, en termes de section, la section elle-même, à quel niveau, la section elle-même, à quel niveau j'ai le risque de diverseur? Dans la semaine supérieure ou bien inférieure? Donc si j'effectue un moment de flexion positif, parce que les charges sont vers le bas, descendant sur ce plancher, donc j'ai un risque de flambement dans la semaine supérieure. Ok? Dans la semaine supérieure. Et en bas, j'ai une traction. Il n'y a pas de risque de il me pose la question. En semaine supérieure, il y a quoi exactement? Est-ce qu'il est maintenu quelque part dans l'aile supérieure? Je peux par exemple prendre avec la poutre. Prenez par exemple cet exemple. Je vais fermer ça, je vais revenir. Prenez par exemple cet exemple de cette poutre, la poutre numéro 5. Comme vous voyez ici, est-ce que l'assemblage de cette poutre avec la solive, est-ce qu'il ne va pas la réduire? Il ne va pas la maintenir en place? Normal. Allez, les quatre une poutre libre d'extrémité jusqu'à l'autre extrémité. Ou bien, dans ce cas, dans un des cas précis, j'ai divisé la longueur en trois, comme vous le voyez. Vous l'avez là? Mais quand on a réduit l'arbre supérieur. Normalement, le risque de diversement, c'est bon. Il y a un risque de diversement, exactement. C'est bon. C'est pas le même cas si j'ai un risque de diversement avec cette feuille qui n'est pas maintenue immobilier. Ou là, il va la soutenir au milieu. C'est pas la même chose. Parce que la longueur de la supérieure va être divisée par deux. Une longueur de 10 mètres à un risque de diverser plus qu'une longueur de 5 mètres. C'est bon. Donc c'est pourquoi ici, vous demande de revenir. C'est pourquoi il demande la poitrine. Voilà. Et ça c'est notre cas. Il vous demande est-ce que l'aile inférieure est là. Pour l'inférieure, j'ai fabriqué, si je me trompe, je vais vous dire celle-là. Il te dit, il est encastré côté. Est-ce qu'il est encastré, etc. Même si je me trompe, la semaine inférieure, il n'aura aucun défaut. Pourquoi? Parce que les forces, ils sont vers le bas. La semaine inférieure, il n'est pas compris. Zéro. Même si je me trompe,
supérieur. Dans ce cas, je peux faire ça. Le plancher, le cas spécial des planchers, je peux oser et enlever le risque de flamme. Dans cet exercice en particulier. Les versements dans l'aile inférieure. C'est bon? Pour l'aile supérieure. Jusqu'à maintenant, le raisonnement est similaire pour les solides et même pour la poutre. Bien. Sauf que la poutre va être différente un petit peu. Pour maintenant l'aile supérieure. Pour l'aile supérieure. Est-ce qu'il y a un risque de diversion? Normalement, il y a un risque de diversion. Mais le montage de la dalle, il est fait comment? Le montage de la dalle. Il est fait avec des... Vous vous rappelez qu'il y a une tôle striée et une tôle ondulée. La tôle va être fixée avec des chevilles sur la semelle supérieure des solides. Ces chevilles vont jouer le rôle de raidisseur. Ils vont réduire la longueur. Ils vont diviser la longueur des solides en 2, en 3, en 4. Ça dépend le nombre des chevilles que je vais mettre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. C'est normal. La semelle supérieure, elle est en contact avec la dalle. Donc la dalle, il va maintenir en place la semelle supérieure. OK? Donc ici, soit j'ai l'information exacte, ou je vais mettre les chevilles. Dans ce cas, je vais préciser la distance où je vais mettre les chevilles. Soit, l'option, je vais la faire avec les poutres. Vous savez, les poutres, je vais faire ça. Mais pour les solides, je peux oser dire qu'il n'y a pas de risque de diversion. Parce que la semelle supérieure, même s'il est comprimé, mais aussi il est maintenu par la dalle en place. Donc il n'y a pas de risque de diversement aussi. Donc je peux faire... On va dire des solides en général. Solides. Ça c'est le cas des solides. Ok? Enregistre. Fermé. Et je vais affecter. Là, j'ai ajouté une autre famille que j'ai appelée solive. Ça. Là, le code couleur va m'aider. Ça et ça et ça. C'est bon? Maintenant pour la poutre. Pour les poutres qui se trouvent ici. Ça, c'est un cas un peu spécial. Parce qu'il n'est pas maintenu par la dalle, comme on a dit. Mais il y a des solides qui vont diviser la longueur de la poutre en combien? Ils vont diviser la longueur de la poutre sur 1, 2 et 3. C'est bon? Donc je peux me baser sur le cas que j'ai déjà créé et dire, par exemple, le poutre solide. Poutre solide. Poutre solide. C'est-à-dire les poutres qui vont supporter les solides. C'est bon? C'est quoi la seule différence? C'est que j'ai un risque de diversement dans l'aile supérieure. C'est bon? À quelle distance? Donc j'ai une longueur de 2,6 si vous vous rappelez. Soit tu as la distance exacte, soit tu exploites le dessin. Ah, je vais vous montrer comment. Allez, vous avez cette option-là qui se trouve en bas, le contre-ventement intermédiaire. Contre-ventement intermédiaire. Donc je vais mettre un comme ça. Yeah. Je peux cocher définition manuelle, c'est-à-dire je peux mettre ici par exemple définition manuelle et faire 2,6. Yeah. Relatif ou bien réel? De loi réel. Je peux faire 2,6. 2,6 espace, etc. 2,6 plus 2,6, c'est combien? C'est 5,2, etc. Ou bien, je peux exploiter l'option. Dans des endroits où les éléments aboutissants sont présents. Je clique à la OK? Cette option, il fait quoi exactement cette option? Il va détecter automatiquement les points d'intersection.
Ok, c'est bien. Parce que moi, j'ai déjà des intersections entre les solives et la poutre. Donc ici, le robot va détecter automatiquement les distances. C'est comme vous pouvez le faire. Donc l'aperçu de la détection de contreventement. Avec quelle barre? L'intersection avec quelle barre? La barre numéro par exemple 5. Ou bien je peux utiliser 5 comme l'autre, de l'autre côté. Donc on a 5, on dirait barre numéro 5. Vous avez vu? Automatiquement, il a, regardez, CTRL G, automatiquement, il a détecté le point où ils sont montés les solides. Et il a divisé la longueur de la poutre sur 3. Ça fait? Bien là. Ok. Voilà. Maintenant, on a créé une nouvelle famille. Je vais faire enregistrer, fermer. Et je vais affecter la nouvelle façon de dimensionner pour cette. Ok? On commence maintenant déjà par dimensionner la terrasse. Si on a un peu de temps, on va faire aussi les poutres. Ok? On dimensionne les terrasses. La terrasse. Maintenant, je pense que j'ai bien défini comment RoboVat doit dimensionner les poutres. Donc, je lance la vérification. Vérification de la famille numéro 1, qui est des solives séparateurs, et la famille numéro 2, des solives de rive, et la famille numéro 3, des poutres, d'un seul coup. Je veux les vérifier d'un seul coup. Calculer. Vous voyez ici qu'il a donné que le IPE 200, ça passe, le IPE 330, ça passe, mais pour le IPE 270, comme on a fait au CL66, ça passe pas. C'est bon? Donc si j'ouvre par exemple la note de calcul, vous voyez bien. Ah, c'est bien. Vous voyez? Tiens. Donc le IPE 270, avec un ratio de combien? De 1,08. Je l'ai chargé à 108% de sa capacité. Donc c'est normal? Hein? Ah. Donc si j'affiche la note de calcul pour avoir plus de détails, je vais trouver que, voilà, CTRL G. Ah, vous voyez ici, le même calcul qu'on a fait. On a trouvé 10 800. Le moment, le sigma FY, c'est-à-dire le moment de flexion, est égal au moment de flexion divisé par le WLZ, le module de résistance. Donc le moment était de 10 800, là on a trouvé à peu près 10 900, donc c'est la même chose. Divisé par 428, c'est la même valeur qu'on a utilisée pour le CL66, le module élastique de résistance, le 428. Et on a trouvé 25 qui est supérieur à 23, donc ça passe pas. Et on a utilisé le IPE 300. Si vous voulez que RoboVat vous propose une solution d'abord sur le champ, tu peux enlever le 270 et cliquer sur Auto. Il va te proposer le IPE 300. Ok? C'est ce qu'on a trouvé. Sinon, tu peux, puisque je sais maintenant que la seule famille qui n'est pas vérifiée, c'est la famille numéro 1. Donc je peux passer maintenant au dimensionnement de la famille numéro 1. Ce n'est pas la peine de faire 2 et 3, parce qu'ils sont vérifiés. Si je veux optimiser plus, je peux les inclure dans le dimensionnement. 2 et 3. Sinon, parfois, comme je vous ai dit, parfois il est demandé seulement de vérifier. Ne pas dimensionner. Les profilés, ils vont marcher, oui. Déjà qu'il y a des stocks, c'est bon. Donc si je fais dimensionner avec un critère d'optimisation du poids, bien sûr, parce que moi je viens de préciser plusieurs options, soit l'IPE, soit le IPM. Il va juger comment pour choisir entre les deux. Il va juger en termes de poids.
Donc, je vais faire calculer. Voilà. Pour les solives de séparateur, il me donne que le IPE en rouge, le IPE 270 en rouge, c'est-à-dire qu'il n'est pas vérifié. Le premier profilé qui marche, c'est le IPE 300. Le IPE 330, bien sûr, ça passe aussi, mais il n'est pas optimisé. Le ratio de 0,65%. Je vais utiliser seulement 65% de sa capacité. Le IPE 300, je vais utiliser 83% de sa capacité. Si en comparaison avec le IPN 280, si tu veux utiliser un IPN 200, tu vas mettre un IPN 280. Mais en comparaison entre les deux, qui est le plus optimisé? C'est le IPE 300. Et là, vous pouvez remarquer que l'IPE 300 est plus léger qu'un IPN 280. Normalement, le premier réflexe, c'est de dire que le IPN 280, il est moins lent. Donc, il doit avoir un poids propre lié moins réduit. C'est bon? Oui, le IPE, c'est le profilé le plus adapté à la flexion. Si vous avez une flexion plus 0, il n'y a rien en plus de la flexion, donc le IPE. الشيء علاش عزيز على مول الشكار هذاك اي بي 3 وكتقول لي اش ما كيبغيش ياخذ اش خصك faut faire la démonstration que faut convaincre le boss avec la démonstration que le HA est mieux que le IPE. Ah bah pour مول الشكارة le boss pour le boss, on a eu tendance ici au Maroc parce que celui qui paye, pour lui, le IPE il est le moins cher. Donc si tu lui donnes une proposition avec des HEA, le premier réflexe que tu auras, c'est le rejet. Tu dois le convaincre que non, là, le HEA il est plus optimisé. C'est bon. Donc c'est bon. Donc donc ça c'est le CM66. Maintenant on va passer au Eurocode. Donc je vais changer la norme. Le norme de conception CM66 c'est le EN 1993. Ok. Les assemblages, je vais les laisser, c'est pas parce que moi je vais seulement dimensionner les poutres. Donc j'ai mis l'Eurocode NF, la norme française EN 1986. Ok. Vous voulez que je change aussi les coefficients de pondération? On change les coefficients de pondération. صافي ولا خليها ب 66 بالعكس. C'est bon. D'abord je refais le calcul et cette fois je vérifie. Je vérifie directement. Cette fois je vais faire la vérification avec l'Eurocode. Calculer. Vous voyez ici que le IPE 270 ça marche. Pour CM66 c'était le contraire. Si j'affiche le détail, vous voyez ici que le moment Y, c'est-à-dire le MSD qu'on a calculé, est égal à 10 800, c'est à peu près la même chose. Et que le WPL RT, je pense qu'il est toujours écrit dans le tableau, c'est 11 374. C'est 11 000. C'est bon? Et même, il affiche ici la classe. La classe de la section, c'est. La classe de la section, c'est 1. C'est bon? Donc, ça marche.
Donc, avec le recode, on aurait un résultat plus optimisé. D'abord, je vais vous montrer d'abord le dimensionnement. Je vais remettre le CF66. Ok. Pour dimensionner les poteaux et après voir est-ce qu'il y a une différence entre le recode et le CF66. Donc, la quatrième famille, ça fait d'abord la quatrième famille. Si je vérifie, il faut voir cette famille, elle est définie comme barre, comme vous le voyez ici, comme barre. Donc je vais vérifier barre, elle est faite comment? Barre. Donc là voilà barre. Ok. Vous voyez qu'il ne considère pas le déversement. Ici on n'a pas de charge devant, donc c'est logique. Donc c'est bien. Mais il a considéré le flambant. Bien. Et comme vous le voyez, que ce soit un flambant autour de l'axe Y ou autour de l'axe Z, il va prendre un coefficient de 1. Là, on va faire ça plus en détail, la théorie. Normalement, sur la théorie du flambant, on va voir que ça dépend des cas des articulations pour les extrémités. Le cas des articulations en extrémité. C'est-à-dire, si le profil il est articulé, comme vous le voyez ici. Yeah, articulé. La longueur du poteau, c'est la même. Donc, si le poteau a une longueur de 10 mètres, c'est 10 mètres. OK? Par contre, si le poteau il est encastré, la longueur n'est pas la même. Ou c'est logique. Hein? Normalement, je vais vous faire un petit schéma. S'il est encastré. Articulé. C'est bon? S'il est encastré, c'est quoi la différence? C'est que j'aurai une déformation comme ça. Il ne va pas commencer au droit des appuis. La déformation ne va pas commencer au droit des appuis. C'est comme si j'ai une articulation à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc je reviens vers le même cas, sauf que c'est seulement la moitié de la longueur. C'est bon. Si j'ai encastré, articulé, la déformation va être de cette façon. Bien. Donc, dans ce cas, c'est comme si j'ai une articulation à ce niveau-là. Donc, dans ce cas, la longueur est de 0,7. Dans ce cas, la longueur est de la moitié, 0,7. Dans ce cas, la longueur elle est de 1. D'où ces coefficients. Ça va? D'où ces coefficients. Donc, dans ce cas, il va mettre toujours le coefficient 1, c'est-à-dire il va les considérer articulés. Est-ce que c'est notre cas? Hein? Ça بعلاش بالنسبه دابا لهاد واحد هاد الفلامبون بعدا il faut détecter de quel axe on va parler. CTRL J. Donc je vais cliquer ici. بعدا Y, je vais afficher le repère local. OK? هذا le repère local. Donc l'axe du flambant c'est comme l'axe de rotation. C'est l'axe de rotation du poteau. Donc si le poteau va flamber dans ce sens, faites le plan, il m'affiche les contreventements ou il n'y a pas de contreventement. S'il va flamber suivant ce sens, c'est-à-dire que c'est un flambant autour de l'axe vert. La rotation, l'axe de rotation, il est perpendiculaire au plan de déplacement. Ça va? Donc c'est-à-dire que le flambant autour de l'axe Y, il est autour de cet axe. Donc logiquement, je ne devrais pas avoir ici 1. Logiquement, je devrais avoir ici, il est articulé, mais au tête poteau, il est encastré. Donc logiquement, je devrais avoir
0,7. C'est faux. Il y a une autre façon de faire. Pour commencer. Pour Z, pour le flambant autour de l'axe Z, il est articulé, s'il flambe dans le plan des contreventements. Dans ce cas, il est articulé pied de poteau, et en tête de poteau, il est articulé. Donc, 1, il est correct. C'est bon. Vous notez bien que pour le 0,7, c'est pas 100% juste. Je vais vous montrer comment on va le calculer correctement. Ça va? C'est vrai pour commencer. ما يجيش شي واحد في اليوتيوب يبدا يفهم علينا. نديرو لها دابا poteau exo مثلا. Enregistré. Fermé. نديرو ليه. Ça fait calcul. Voilà. Dire au débat vérification de la famille numéro 4. Généralement, je ne pense pas qu'il y aurait un problème. Parce qu'un poteau de 3 mètres n'est pas très élancé. 3 mètres, c'est pas trop. Donc غالبا غيكون suffisant. Ça, vous voyez, le IP 330, ça passe à 61%. Si je veux optimiser un petit peu, optimiser le poids, parce que j'ai coché 2 possibilités, et comparer le HEA avec le IPE, je connais comment il faut optimiser. Ah, l'IPL. C'est de poteau. J'ai coché. De cocher l'HE. Pour la famille numéro 4, section. J'ai pas coché le HE. Alors que vous l'IPE, vous l'avez décroché. Enregistré. On va la mettre enregistré. l'IPL, le IPL est le plus optimisé. Entre le HEA et le IPE, c'est le IPE. Le IPL de la section, je veux comparer seulement le IPE et le. Recalculer. Le IPE. Ça fait? Alors, la question, on pose. Normalement. C'est un point de discussion ديما كنهضر فيه مع الدراري. C'est une confusion اللي اغلبيه يقول لك راه فوالا le HEA il a une bonne résistance, il a une résistance meilleure que le IPE en flamme. Bien, plus ou moins c'est juste. Dans un sens c'est juste, mais c'est pas la raison d'être d'un HEA. La raison d'être d'un HEA, c'est pas seulement le flamme. La raison d'être d'un HEA, c'est de résister aux deux phénomènes, le flambant plus le diverseur. C'est pas seulement le. Si vous avez seulement le flambant, vous avez de fortes chances d'avoir des profilés plus optimisés. Le profilé le plus optimisé, c'est le IPE, pas le HEA. Mais si vous avez le flambant plus des versements, les deux à la fois, il n'y a pas de doute, vous aurez le HEA plus résistant que le IPE. Ça va? Allez à dire pour information. Là, on va la valider bien sûr par calcul. Ça va? C'est là.